Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. Parmi ce que l'Europe a pris aux civilisations précolombiennes, il y a toute une gamme de pigments vifs. La couleur est en effet omniprésente en Amérique centrale. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 12, couleur mésoaméricaine. Si vous connaissez un peu le Mexique, vous connaissez sans doute aussi les alebrijes, ces sculptures d'art populaire inventées en 1936 par Pedro Linares, des créatures fantastiques aux nombreuses couleurs vives soulevant de petites tailles sculptées en bois. Vous penserez aussi peut-être au Día de los Muertos, le jour des morts, la déclinaison mexicaine de la fête des morts chrétienne qui fait aussi la part belle aux couleurs, notamment avec les calaveras, les têtes de morts en sucre ou en céramique qui accueillent les bougies, et toutes ces représentations de préférence vives et multicolores. On va voir ensemble aujourd'hui qu'effectivement toutes ces couleurs vives au Mexique et en Amérique centrale sont un héritage culturel très ancien qu'on peut faire remonter aux civilisations précolombiennes mésoaméricaines. Ces représentations colorées, elles ont en fait été promues dès les années 1920 par les gouvernements nationalistes du Mexique dans le but d'unifier le pays après la révolution de 1910, en particulier par le biais du mouvement muraliste. Le muralisme mexicain, c'était un mouvement artistique qui faisait suite à la révolution en 1910, dont les trois artistes les plus influents sont Los Tres Grandes, les trois grands, Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros. Et ce mouvement, il se voulait accessible à tout type d'observateurs, en incluant les analphabètes, avec des peintures murales et des grandes fresques réalisées dans les lieux publics, à la gloire de la Révolution et des classes prolétaires et paysannes. On peut toujours en voir plusieurs à Mexico, j'aime en particulier celle du Musée d'art contemporain de Mexico. On a donc une image aujourd'hui du Mexique extrêmement coloré, plein de couleurs vives, même si c'est quelque chose d'assez récent. Parce que quoi qu'il en soit, les couleurs vives et les teintes en général proviennent bien d'un héritage culturel beaucoup plus ancien qu'on peut faire remonter jusqu'aux civilisations précolombiennes mésoaméricaines, qu'on redécouvre via les codex. Vous savez, les codex mésoaméricains sont cette forme de manuscrit qui était peint sur divers matériaux en bande, jusqu'à 12 mètres de long et ensuite plié en accordéon, l'équivalent des livres de là-bas, quoi. On a aussi l'architecture que nous ont laissé ces civilisations, mais aussi leur langue, le nahuatl. Cette langue, elle est encore parlée aujourd'hui par presque 2 millions de personnes, en particulier au Mexique et un petit peu aux États-Unis, alors qu'elle remonte au moins jusqu'au 7e siècle, et elle prend ses racines dans une langue qu'on appelle Ute, qui date, elle, d'il y a 7000 ans, ce qui en fait une famille de langues similaires à l'indo-européen. Dans cette langue, dans le nahuatl, le nombre et la précision des mots qui désignent les couleurs sont vraiment impressionnantes. Par exemple, il y a 3 mots pour désigner les jaunes et 3 autres pour les blancs. Il y a 4 mots pour les rouges et pas moins de 12 mots au total pour les verts et les bleus qui d'ailleurs se confondent. Il n'y a pas de frontière bien définie entre le bleu et le vert parce que les Aztèques considèrent le bleu-vert comme une couleur pure. On peut par exemple différencier le bleu marine, le toxapalotl. Alors, je vais faire de mon mieux pour la prononciation des mots en nahuatl, mais c'est vraiment pas évident. J'espère que vous me pardonnerez si vous connaissez bien cette langue. En tout cas, le bleu marine se dit toxapalotl, le bleu sombre matlali et le bleu ciel texotli. Ils sont tous différents du bleu tout court xihuitl. Ça fait 4 mots différents pour 4 couleurs résumées sous le seul terme de bleu en français, ou en espagnol d'ailleurs, auquel on doit ajouter un qualificatif, nous, dans ces langues, pour les différencier. Pour comprendre l'importance des teintes vertes et bleues dans la culture aztèque, faut imaginer le panorama luxuriant dans lequel ils vivaient, avec des lacs, des rivières, une végétation où les bleus de l'eau et les verts des cultures se fondent. Les Aztèques appelaient la mer eau céleste, parce qu'ils pensaient que la mer, verte, se fondait à l'horizon dans le bleu du ciel. En nahuatl, le mot chalchihuitl, c'est le bleu-vert par excellence.
le symbole du liquide et des récoltes, mais aussi les pierres précieuses et mystiques, le jade et l'émeraude, qui représentent le cœur humain et l'essence divine, source de la vie. Le jade représente l'eau qui fertilise la terre, et Tchatchliuhtlicue, la déesse à la jupe de jade, c'est la déesse de l'eau vive verte-bleue. Xiuhtecuhtli, littéralement le seigneur bleu-vert ou bien turquoise, c'est un des plus anciens dieux aztèques, le dieu du feu et du temps, le principe créateur qui amène la vie sur Terre, qui offre l'abri et la chaleur. On ne sait pas trop pourquoi le dieu du feu est ainsi principalement associé au bleu turquoise, mais lors de certaines cérémonies du feu, 4 esclaves lui étaient sacrifiés qui symbolisaient les 4 couleurs du feu aztèque, le feu bleu ciel, le feu jaune, le feu blanc et le feu rouge. C'est les 4 couleurs qu'on retrouve d'ailleurs dans la flamme d'une bougie dont j'ai pu parler dans un épisode précédent. Les couleurs, on le voit, sont déjà importantes dans la cosmogonie aztèque. Au plus élevé des cieux, le 13e ciel, vit Ometeotl, dont le nom signifie 2 énergies. C'est l'entité suprême et immatérielle, éternelle et transcendante, la créatrice unique et parfaite de toutes choses. C'est celui qui s'invente lui-même, mais qui se trouve partout, par qui on vit. Au commencement, cette Ometeotl s'est divisée en 2 divinités. Ometecuhtli, dont j'ai parlé, qui est l'essence masculine de la création, et Omecihuatl, l'essence féminine. Ce couple divin engendre alors 4 dieux créateurs. Le premier, c'est Xipetotec, l'écorché, rouge, le dieu du renouveau et de la nature, de l'agriculture et des pluies nocturnes fertiles qui s'écorchent pour nourrir l'humanité de son sang. Il symbolise ainsi aussi le grain de maïs qui perd son enveloppe avant de germer. Le maïs, qui vient de la domestication d'une plante mésoaméricaine sauvage qu'on appelle la théocinthe, sa culture a commencé il y a 9000 ans et il a joué un rôle déterminant dans l'histoire de la civilisation maya. D'où l'importance ici du rouge orangé, du jaune du maïs et de ce dieu Xipetotec écorché, rouge sang mais aussi rouge du maïs. Le second dieu de ces 4 dieux créateurs, c'est Tezcatlipoca, le miroir fumant qui est noir et qui est la plus crainte des divinités, le dieu de la nuit, de la discorde, de la guerre, de la chasse, mais aussi de la royauté, des sorciers et de la mémoire. S'oppose à ce dieu qui est effrayant le fameux Quetzalcoatl, le 3e, le serpent à plumes, qui lui est blanc, qui est le créateur de la terre, et qui s'associe dans un premier temps à Tezcatlipoca, ce dieu noir, devient créateur des hommes et celui qui leur apporte le maïs, avant d'être poussé par Tezcatlipoca à s'immoler et que son cœur ne devienne l'étoile du matin. On voit ici encore une opposition entre le dieu noir et le dieu blanc. Le 4e dieu créateur, c'est Huitzilopochtli, le colibri de gauche, symbole du guerrier ressuscité qui lui est bleu. C'est le dieu du soleil et le protecteur des Aztèques qui partage avec Tlaloc, le dieu de l'eau, le Templo Mayor, le gigantesque temple de Tenochtitlan, la capitale aztèque. Ces 4 dieux créateurs auraient ouvert un chemin sous la terre et vers le ciel en colorant chaque direction. Le chemin suivi par le Quetzalcoatl blanc et le Tezcatlipoca noir est marqué par un serpent blanc qui est la Voie lactée. On retrouve comme ça la coloration des points cardinaux des croyances mayas, qui voyaient la Terre comme une forme plate et carrée, avec le rouge à l'est, le blanc au nord, le noir à l'ouest et le jaune au sud. Le centre est, on peut le deviner, bien évidemment, vert ou bleu. On retrouve encore l'habituelle opposition du noir et blanc face au rouge, qui est décidément universelle chez l'humain. Il faut noter d'ailleurs que les couleurs des 4 éléments gréco-romains dont j'ai parlé la semaine dernière correspondent bien aux couleurs des points cardinaux mayas. Certains mayas croyaient aussi d'ailleurs que le ciel était soutenu par 4 arbres de couleurs et d'espèces différentes, et le ceiba, qui est un arbre gigantesque qui monte jusqu'à 70 mètres et émerge au-dessus des forêts tropicales. Ce ceiba vert se dressait donc au centre des 4 arbres qui soutenaient le ciel.
Dans ce monde méso-américain précolombien tout à fait multicolore, il est bien donc une couleur qui est restée unique, c'est le bleu et en particulier le bleu qu'on appelle maya, qui est issu d'un procédé permettant d'obtenir une teinte entre le bleu ciel et le turquoise vif, qui a la particularité de très bien résister à l'épreuve du temps. Cette coloration, ce bleu maya, dont le savoir-faire a été perdu, est en fait composé d'un pigment bleu issu de fleurs du genre Indigofera et aussi d'argile auquel on le mélange, qui donne la longévité au pigment. On tire d'ailleurs un pigment indigo assez similaire en Europe d'une autre fleur du genre Indigofera, alors que les Mayas et leurs descendants se servent de l'espèce Indigofera suffruticosa. C'est Indigofera tinctoria, l'indigo des teinturiers qui est originaire d'Inde, qu'on cultive en Europe depuis 4000 ans. Il semble par contre que l'usage de ce genre de fleurs soit bien antérieur en Amérique, avec des traces de pigments indigo vieilles de 6000 ans, retrouvées sur des textiles au Pérou. Alors que l'indigotier d'Inde traverse l'Atlantique avec les Européens au XVIe siècle, les moines franciscains au Mexique se mettent à teindre leurs bures de bleu maya plutôt que d'utiliser le gris traditionnel de leurs homologues européens. Mais l'indigo suffruticosa des Mayas, l'indigo des Mayas, n'est décrit par les Européens qu'en 1768 pour la première fois. Il n'est plus cultivé de nos jours qu'à Santiago Niltepec, dans l'état d'Oaxaca, au sud du Mexique, et il offre un pigment bleu indigo unique. Malheureusement, les récentes récoltes de 2023 ont été très faibles à cause d'une grande sécheresse, ainsi que celle de 2024 à cause là de pluies excessives. Il n'y aurait plus que 20 familles dans tout le Mexique qui produisent encore ce pigment, dont la production diminue d'année en année malgré tous leurs efforts, à cause des tremblements de terre, de la météo rendue imprévisible par les changements climatiques, mais aussi de la pauvreté et du manque de soutien gouvernemental et institutionnel. C'est vers 800 ans avant notre ère que le véritable bleu maya apparaît en fait. Il est utilisé sur des sculptures ou en peinture murale, puis dans la rédaction des codex. Mais c'est seulement à partir du 8e siècle qu'on en a beaucoup de traces, alors qu'il est utilisé à la fois par les Mayas, les Toltecs, les Aztèques. Après l'arrivée des Européens, il continue d'être utilisé dans des couvents au Mexique colonial, dans l'art qu'on appelle indo-chrétien, la combinaison des techniques européennes et amérindiennes. Le colorant disparaît quand même du Mexique après le XVIe siècle et il ne subsiste plus qu'en peinture murale à Cuba jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il semble que ce bleu maya a joué un rôle important lors des sacrifices humains à Chichen Itza pour le dieu Chac. Le colorant bleu maya était produit sur le site sacrificiel et il servait à peindre le corps des sacrifiés. Chichen Itza, dont je parle là, c'est une des plus grandes et influentes villes mayas entre le 7e et le 11e siècle. Elle s'est développée autour de deux cénotes, des grands gouffres naturels emplis d'eau. Chi signifie d'ailleurs bouche et Chen, le puits. Cette présence d'eau était très importante dans cette région assez sèche, ce qui aide à comprendre l'importance du dieu Chac, le dieu maya et toltèque de la pluie, le bienfaiteur des cultures, l'équivalent du grand dieu Tlaloc des Aztèques, et ça aide à deviner l'importance du bleu maya pour ces peuples. Comme d'autres dieux, Chac est aussi un dieu multiple, et 4 Chac sont parfois associés aux 4 points cardinaux, et donc à leurs 4 couleurs. La couleur était tellement importante dans les cultures nahuatl que les nouveaux pigments étaient recherchés partout, au-delà des pigments minéraux comme l'hématite rouge et l'ocre, qu'on retrouve dès la préhistoire un peu partout dans le monde et dont j'ai déjà beaucoup parlé. Outre le bleu maya, de nombreux autres pigments sont végétaux. De la pulpe d'une variété d'hibiscus, on tire le violet. Des tiges de tournesol, on tire du vert. De la fleur des morts, un jaune profond, et en faisant macérer certains bois, on obtient des teintures allant de la fumée au noir, tandis que l'écorce de chêne rouge, bouillie avec de la chaux et de l'urine, produit du jaune. D'autres pigments sont marins, on tire du pourpre à partir de mollusques, comme chez les Phéniciens dont j'ai parlé la semaine dernière, qui avaient d'ailleurs une valeur rituelle et se récoltaient les nuits de pleine lune. Rapidement après l'arrivée des Européens, de nombreux pigments sont ainsi exportés et la production de teinture devient une activité florissante. La cochenille mexicaine finit par servir à teindre les manteaux rouges de l'armée britannique ou sur la palette du peintre espagnol El Greco. El Greco, de son vrai nom Dominikos Theotokopoulos, c'est un peintre né en Crète qui était alors une possession de la République de Venise.
mais qui a été surtout actif en Espagne. Il est considéré comme le fondateur de l'école espagnole du XVIe siècle, et je vous parle de lui parce que son œuvre très atypique, qui mêle le maniérisme de la Renaissance à l'art byzantin, qui est caractérisé par des formes allongées, utilise surtout une palette de couleurs très diversifiée qui mêle vivacité et austérité. Il a une grande influence aussi bien sur Picasso que Pollock, par exemple, au XXe siècle. La cochenille, dont je parlais donc, est la principale source de rouge des civilisations nahuatl. Et de grandes feuilles de cactus sont cultivées pour nourrir ce petit insecte parasite qui produit l'acide carminique pour se protéger des prédateurs. Assez ironiquement, l'humain doit en tuer des milliers pour produire un seul grain de pigment tiré de cet acide, qui est aujourd'hui exporté dans le monde entier. On obtient alors un pigment carmin, un rouge foncé, qui est encore utilisé en peinture et autorisé comme colorant alimentaire sous le fameux code E120, bien qu'on sache le synthétiser depuis 1991. Le bleu-vert, le turquoise, de l'eau, de la renaissance, de la fertilité et le rouge du sang, de la sagesse et du soleil sont de loin les couleurs les plus présentes des civilisations mésoaméricaines, mais la civilisation toltèque, autour du Xe siècle, affectionne aussi tout particulièrement le blanc et le jaune. Quetzalcoatl, dont j'ai déjà parlé, le serpent à plumes blanc, revêt une importance particulière dans la mythologie toltèque. C'est le dieu qui leur enseigne les arts. Dans les arts, on inclut l'agriculture, la métallurgie, l'écriture sacrée rouge et noire, la sculpture, l'architecture, la peinture. C'était un très grand artiste dans toutes ses œuvres et ses ustensiles, peints en bleu et vert, blanc, jaune et rouge, écriront-ils. Les Aztèques, qui se considèrent être les descendants des Toltèques ayant migré dans la vallée de Mexico vers le XIIIe siècle, accordent aussi une importance particulière aux Blancs et à Quetzalcoatl d'ailleurs, à travers leur religion qui est centrée sur la course du soleil. L'Occident représente alors la demeure blanche et brumeuse où le soleil se couche, et les guerriers sacrifiés pour la régénération du soleil sont intégralement vêtus de blanc. Les dieux du panthéon aztèque portent aussi des ornements blancs. Toutes ces couleurs et leurs pigments servent ainsi à la teinture des textiles bien sûr, mais aussi à l'écriture et l'illustration des codex, dont le cuir, le papier ou le tissu de coton qui les compose est préalablement blanchi à la chaux. Ils servent aussi en peinture, ces pigments, en peinture corporelle ou bien sur les bâtiments. La plupart des bâtiments en pierre mésoaméricains reposent sur une grande chape qui peut être simplement un rectangle de moins d'1 mètre de haut, ou bien aller jusqu'à une pyramide pouvant s'élever jusqu'à 65 mètres comme la fameuse pyramide du soleil, le plus grand bâtiment de Teotihuacan. Et cette pyramide du soleil était donc bien mal nommée puisqu'elle était en fait dédiée au dieu de la pluie. Ce qui a plus de sens quand on considère l'aridité de la région et l'importance accordée à la pluie par toutes ces civilisations mésoaméricaines. On retrouve sur un des côtés des pyramides une volée de marche bien droite et très raide qui permet d'accéder aux bâtiments perchés sur la pyramide. Si vous avez la chance, comme moi, de visiter un jour Teotihuacan, vous verrez qu'il est impossible de ne pas se sentir minuscule en s'approchant, dominé par l'édifice imposant. Teotihuacan a perdu la magnificence qu'elle avait à son apogée au milieu du premier millénaire. La ville compte alors entre 150 000 et 250 000 habitants, ce qui en faisait la plus grande du monde. C'est une cité multiethnique qui réunit les Nahuas, les Otomis, les Totonacs, qui affirment d'ailleurs en être les bâtisseurs, mais aussi les Mayas, les Zapotèques. Et tous ces peuples forment ensemble la véritable civilisation de Teotihuacan. Les bâtiments et les pyramides qui restent aujourd'hui, qui sont encore tout proches de la ville de Mexico, semblent bien perdus et solitaires au milieu de la vaste plaine aride, et il n'en reste que l'adobe gris foncé, et même les chapulines, des gros criquets qui sont consommés depuis 3000 ans, dont le goût est pas exceptionnel, mais c'est rigolo à manger, ça croustille et c'est salé. Ces chapulines sont gris-noir. Il y a donc peu de couleurs aujourd'hui à Teotihuacan, et pour se faire une idée de l'organisation dense et autrefois vivante de la ville, il ne reste que le tracé des rues droites de la grande avenue centrale de 4 km, que les Aztèques ont plus tard baptisé la chaussée des morts, et aussi des plus grandes pyramides et les chapes des bâtiments.
Si ces restes sont toujours aussi impressionnants, imaginez un peu ce que ressentait un nouvel habitant qui arrive dans cette ville vers l'an 600, au milieu du tumulte de 200 000 habitants, alors que les pyramides et les bâtiments d'adobe sont encore recouverts de stuc bien lisse, d'un blanc éclatant au soleil, et qui lui-même est peint de couleurs flamboyantes, un peu comme les temples grecs, en particulier du rouge de l'hématite et du fameux bleu maya. On connaît malheureusement pas précisément l'histoire de la ville, dont la civilisation s'est éteinte bien avant l'arrivée des conquistadors, si ce n'est qu'elle a subi plusieurs incendies, peut-être volontaires et accompagnant des changements de gouvernement, voire de mode de gouvernance, avant de décliner et que la ville ne soit abandonnée, peut-être à cause de tensions internes ou des pillages étrangers, ou sans doute un peu de tout ça. Les premiers Toltecs font possiblement partie de ces pillards avant de fonder leur capitale Tula, pas très loin de là. La pyramide du soleil, celle de la lune et tous les temples de Teotihuacan s'inscrivent en fait dans une tradition bien plus ancienne en Amérique centrale et au-delà. Les Olmecs, une civilisation ancienne apparue 2500 ans avant notre ère et disparue 500 ans avant notre ère, érigeaient déjà des grandes montagnes artificielles qui sont les prémices de ces pyramides. Et ce sont les Mayas qui leur ont apporté des façades taillées et peintes de scènes politiques et religieuses, finissant par recouvrir toute la pyramide de stuc à la recherche d'une surface parfaitement lisse, entièrement peinte de rouge ou d'une autre couleur vive. Ces pyramides ne ressemblaient assurément pas du tout à ce qu'elles sont aujourd'hui. Il faut vraiment faire un effort d'imagination pour imaginer toutes ces pyramides et ces villes mayas et des civilisations de l'époque. On peut encore observer un petit peu quand même ces étonnantes couleurs rouges, turquoises, jaunes, noires qui sont restées protégées jusqu'à nous dans les parties inférieures ou abritées des ruines. Et si on y va, on peut en voir à Teotihuacan aujourd'hui. On constate avec grande surprise l'étonnante vivacité qui est conservée 1500 ans plus tard et qui rappelle celle des rares codex préhispaniques qui nous sont parvenus. La couleur ne se limite évidemment pas à l'architecture, elle est portée au quotidien, non seulement sur les vêtements, mais aussi sur la peau qui est peinte et les cheveux qui sont teints. Les couleurs pouvant être très vives, au contraire des civilisations précolombiennes d'Amérique du Nord, qui affectionnaient particulièrement l'ocre et les peintures noires sur le corps et le visage. Les habits en Amérique centrale peuvent être très complexes et très colorés, ils sont souvent ornés de plumes. Les bijoux sont portés gros et nombreux par les classes de haut rang, alors que les prisonniers mayas, eux, sont dépouillés de leurs vêtements et qu'on peut leur imposer le port de boucles d'oreilles en papier en guise d'humiliation. Comme dans toutes les civilisations, les vêtements sont un marqueur social. C'est ce que je constate en écrivant ce podcast. Les dents en Amérique centrale pouvaient être limées aussi pour leur donner une forme artificielle, tout comme des scarifications, lignes et points qui accompagnent la peinture corporelle sur le visage et les avant-bras. Les Mayas allaient jusqu'à creuser des cavités dans leurs dents pour y loger des pierres précieuses, de jade ou de turquoise. Le jade vert est en effet une pierre particulièrement importante, comme la couleur bleu-verte d'ailleurs, qui symbolise la pérennité, l'humidité, la fertilité, la renaissance, l'essence vitale. Et la brillance, celle des métaux et des pierres, ou des surfaces polies, la brillance de l'obsidienne ou de l'hématite. La brillance donc avec ses reflets ouvre une lucarne sur les mondes surnaturels et sont des points de passage vers les autres plans de l'univers. On retrouve tous ces aspects sur les masques funéraires de jade, dont l'un des plus célèbres est le masque du roi maya Quinichtapacal, qui date du 7e siècle. Il est actuellement conservé au Musée national d'anthropologie de Mexico. Ces masques sont constitués principalement de jade et de plusieurs nuances de vert différentes, mais aussi de coquillages et d'obsidienne. Ils permettent aux gouvernants défunts d'accéder à la divinité posthume. Dans le prochain épisode du podcast, nous traversons l'Atlantique, mais restons à la même époque pour visiter le Moyen-Âge en Europe et l'évolution des couleurs importantes durant cette période.
Dans les textes que j'écris pour préparer ce podcast, j'ai aussi un travail d'iconographie assez conséquent. Et si ça vous intéresse de découvrir toutes les belles œuvres que j'ai mis de côté pour vous, vous pouvez rejoindre le fil Instagram du podcast lafourmi.media. Et si, comme moi, vous en avez marre d'Instagram, de Meta et Facebook, et que vous voulez vous libérer pour un réseau social semblable, mais sans pub, libre et open source, je vous invite plutôt à rejoindre le fil PixelFed du podcast sur pixelfed.social/lafourmi.media. Vous retrouverez le lien sur le site internet du podcast lafourmi.media. C'est un réseau très semblable à Instagram, mais libre et open source, sans pub. Et je vous invite à plutôt suivre le compte PixelFed du podcast si vous le pouvez. Vous retrouverez tous les liens vers les autres réseaux sociaux où le podcast est présent sur le site internet lafourmi.media. N'hésitez pas à nous y rejoindre et poster vos commentaires ou partager les épisodes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. À très bientôt, toujours en couleur. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.